les longs entretiens politiques d'Europe 1 Info qui se poursuivent. Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire réélu de Saint-Germain-en-Laye, est avec moi dans ce studio. Bonjour monsieur. Bonjour Clélie. Et merci beaucoup de répondre à mes questions. On va commencer évidemment par cette longue interview qu'Édouard Philippe a accordée hier à France Télévisions. Le candidat à l'élection présidentielle de 2027 s'est dit très déterminé pour la prochaine élection présidentielle. Écoutez-le. C'est un fait que je me prépare pour cette élection présidentielle. Je le fais avec beaucoup de détermination, mais beaucoup d'humilité. Je suis partisan du rassemblement de la droite et du centre. Mais je ne suis pas prisonnier des partis politiques. Et je pense qu'à chaque fois qu'on raisonne, qu'est-ce qu'il faut dire aux membres de tel ou tel parti, on se trompe sur ce que c'est que la politique et sur ce que c'est que la France. Ce qui compte, ce ne sont pas les appareils, c'est le fond. La primaire, c'est la solution ? C'est un élément. Moi, je ne crois pas à la primaire. Vous pourriez participer, vous, à une primaire ? Vous n'y croyez pas ? Moi, j'entends ceux qui en parlent, je les écoute avec attention. Et vous pourriez vous retrouver en janvier 2027 à être 3 candidats sur la ligne de départ. Je pense que ceux qui prospéreront sont ceux qui répondront aux questions des Français. Et je ne jouerai jamais avec l'avenir de mon pays. Alors, je vais venir bien sûr sur le fond, sur la primaire, sur le projet. Juste avant, Arnaud Péricard, c'est une question de vocabulaire. Il s'est dit, et il l'a répété ce mot, déterminé, extrêmement déterminé, la détermination. Mais ils le sont tous déterminés à ce niveau-là. Ça fait déjà 2 ans, il l'a redit hier, que nous nous préparons à ses côtés à cet enjeu présidentiel. Donc c'est une détermination qui vient de loin. On est concentré, on est focalisé et on est motivé. Et ça, c'est vraiment très important. Et moi-même, qui ai pu m'entretenir plusieurs fois avec Édouard Philippe en ce début de semaine, voilà, j'ai senti vraiment quelqu'un de positivement déterminé à faire en sorte qu'on puisse avoir les débats de fond sur les vrais enjeux dont ont besoin nos habitants et notre pays. Donc la détermination, c'est un élément important. Si on n'est pas déterminé, il faut passer son chemin et faire autre chose. Mais il l'est particulièrement. C'est pas ce qui fait la différence. Et encore une fois, ils sont tous motivés à gagner et à remporter cette élection. Tous les candidats. C'est certainement le cas. Il ne faut pas s'engager dans ce cheminement présidentiel par défaut si on n'en a pas envie. Il faut vraiment que ça vienne des tripes. Il faut que ça vienne de soi-même. Il faut être soutenu aussi par une organisation et c'est tout ce que nous avons autour de lui. Alors, vous avez dit, ce qui est important, ce sont les grands enjeux de cette élection et les grands dossiers, les grands sujets pour les Français. Pourquoi pas encore de projets ? Parce que je crois qu'il faut prendre son temps. Ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas. Il a parlé hier du fond. Et le fond, je pense que c'est important. C'est ce qui fait peut-être la distinction et la différence. Oui, mais justement... Pourquoi ne pas afficher tout de suite d'emblée, puisqu'il est déterminé et motivé, ses projets, sa vision de la France pour 2027 ? Parce que vous savez, quand vous êtes maire, Édouard Philippe, il a une méthode spécifique, particulière. Elle vient du terrain, elle vient aussi de l'exemple de sa gestion municipale. On est dans des approches qui sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus participatives, beaucoup plus co-construites. Et c'est l'approche que nous voulons avoir dans la construction de notre projet présidentiel. Mais on travaille tous les jours. On a un jeune et brillant conseiller qui est Clément Thonon, qui œuvre vraiment à l'architecture quelque part de ce projet. On a des parlementaires qui co-dirigent un comité des études. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent tous ensemble. Donc je vous promets qu'on bosse et sérieusement, et que le moment venu, effectivement, il va falloir qu'on énonce les propositions. Je pense que c'est encore un peu trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que ce projet pourrait fusionner avec d'autres ? Par exemple Modem, par exemple Renaissance, si jamais il y a des accords. Je ne parle même pas de primaire, on va y venir. Mais... Non, ça veut dire qu'un programme, il s'enrichit au fil de l'eau et qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être amenés à évoluer au gré de l'actualité, qu'elle soit domestique ou internationale. Je pense qu'il faut prendre le temps de cette maturation lente. Voilà, c'est dans un an. Oui, c'est dans un an. Mais un an, c'est énorme. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en une année déjà. Donc, il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de le partager avec nos partenaires. C'est un programme de rassemblement, un programme présidentiel. Donc, il faut évidemment qu'on ait un dénominateur commun qui soit le plus large possible. À ce propos, Arnaud Péricard, hier, quand même, il a formulé quelques options, et quelques pistes. Édouard Philippe, hier, il a parlé notamment d'école, il a parlé de justice, et de l'éducation. On a très peu entendu le mot sécurité, le mot immigration aussi. Ça veut dire quoi ? Qu'il parle plus à son électorat, à un électorat de gauche ? Non, si vous reprenez les éléments qu'il a énoncés ou prononcés dimanche soir à 20h15, juste après l'annonce de sa victoire, la sécurité était quasiment
l'un des premiers sujets qu'il a évoqué, quand il dit « J'ai entendu ce que les électeurs havraises et havrais ont énoncé, ce besoin de sécurité du quotidien ». Vous savez, quand on est maire, la sécurité, c'est une préoccupation de tous les jours. Et c'est pas parce qu'on est peut-être identifié comme du centre ou du centre-droit qu'on est mou. Moi, je me référais plutôt à l'interview d'hier sur France 2, où il a beaucoup insisté sur l'éducation. Oui, parce que l'éducation va être, et il l'a dit, je crois, 3 fois hier dans son interview, sera un des marqueurs forts de ce projet, de ce programme présidentiel. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'on ne construira pas un projet pour les Françaises et les Françaises sans mettre au cœur notre jeunesse, notre enfance et l'éducation auxquelles ils ont droit. Vous savez, il y avait un contrat social qui était très clair en France. Vous consentiez à ce pacte républicain pour autant qu'on vous éduquait, on vous soignait et on vous protégeait. On voit bien que ces 3 éléments-là, aujourd'hui, ils sont en fragilité. Le premier de ces piliers, c'est bien évidemment l'éducation. Et donc la sécurité, ça viendra après. La sécurité, c'est un pilier tout aussi important. C'est l'un des 3 piliers. On a le droit à la sécurité parce que la sécurité publique, c'est la première des libertés. Arnaud Péricard, écoutez Gabriel Attal, qui a appelé Horizon et le MoDem donc, à se coordonner pour la présidentielle. Il était hier sur France Inter. Moi, ma préoccupation, c'est comment on fait pour empêcher un second tour mortifère entre le Rassemblement national et la France insoumise. Il y a 2 choses pour l'empêcher. La première chose, c'est une vraie campagne présidentielle. Pour qu'il y ait une vraie campagne, d'abord, il faut assumer que vous ayez différents candidats, différents partis politiques qui présentent des projets politiques pour le pays et qui confrontent démocratiquement ces projets tout au long de l'année 2026. Et ensuite, je crois qu'à l'issue de cette campagne, il faudra effectivement qu'il y ait un rassemblement de ceux qui partagent un projet qui est très proche et ceux qui ont les mêmes valeurs. Ça veut dire faire une primaire ? Ça peut être la primaire, ça peut être des sondages, ça peut être une autre méthode. Et ce qu'on va proposer avec Renaissance, c'est qu'on puisse réunir une forme de comité de liaison avec Renaissance, Horizon, le MoDem, qui sont 3 partis qui ont gouverné ensemble entre 2017 et 2024. Donc, il y a une forme de naturel à ce qu'on se parle pour regarder comment est-ce qu'on pourrait organiser un rassemblement le moment venu. Alors, Gabriel Attal semble tout autant déterminé, je reprends le mot. Édouard Philippe a déjà exclu une primaire, en tout cas, il n'a pas l'air d'y être très favorable. Comme ça, là, en mars 2026, on va droit vers une bataille d'ego ou non ? Non, ce n'est pas une bataille d'ego. Je pense que la primaire, ce n'est pas un sujet tabou. On peut évoquer, parce que sous-entend à la primaire le principe de responsabilité. C'est ce qui a été évoqué hier, c'est-à-dire qu'on ne laissera jamais ce pays dans un débat mortifère entre 2 extrêmes. Donc il y a un principe de responsabilité qui est conséquent à l'organisation d'une primaire. Mais on voit bien que c'est un sujet qui est quand même un peu éruptif. Quand vous voyez la position de David Lisnard ce matin, qui lui-même annonce sa sortie de LR, justement au prétexte des modalités de désignation du candidat LR à l'élection présidentielle. Donc on sent bien que ce n'est pas un sujet facile. Et puis pour répondre peut-être à Gabriel Attal, on se parle tout le temps. Moi je vous donne l'exemple de ce que nous avons organisé dans mon département, les Yvelines, où il y a beaucoup de personnalités politiques, entre Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Jean-Noël Barrot, Aurore Berger, Yael Braun-Pivet. On s'est parlé pour l'élection municipale. Et ça nous a permis, effectivement, dans la plupart des cas, de consolider nos positions. Je parle autant à Othmane Nasrou des Républicains qu'à d'autres partenaires du MoDem. Je parle très souvent à Jean-Noël Barrot. Donc on se parle déjà. Qui laissera sa place ? Mais ça, je ne sais pas. C'est celui qui, peut-être, aura recueilli le maximum d'adhésion. Le moment venu, quand est-ce que cette décantation lente interviendra ? Ça, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Mais alors lente, attention, parce que même Valérie Pécresse, qui l'a payé cher finalement cette lenteur à la dernière présidentielle, elle l'a dit, vous soyez pas trop lent quand même. Oui, sauf que moi, à titre personnel, encore une fois, je ne crois pas aux modalités. Je n'ai pas d'exemple ou de précédent qui me démontre qu'un candidat désigné dans le cadre d'une primaire par une formation politique, que ce soit au Parti Socialiste, que ce soit Ségolène Royal, que ce soit Olivier Faure, que ce soit François Fillon, que ce soit le dernier candidat LR, Valérie Pécresse, je n'ai pas de jurisprudence qui me démontre que ça a été un succès franc. Donc je ne suis pas persuadé de l'efficacité de ce procédé-là. Donc moi je milite plutôt pour qu'il y ait une décantation lente et que celui qui soit le mieux placé, le moment venu, alors qu'est-ce que c'est que le moment venu ? Je ne sais pas, pour être très honnête avec vous, soit celui qui représente l'ensemble peut-être de du centre et du droit. Mais il a redit hier... Avec les LR Oui, moi je pense on a énormément de choses. Parce moi, que Gabriel Attal avait l'air plutôt de les exclure. Non, bien sûr. Mais déjà, dans une logique présidentielle, on n'est pas dans l'exclusion, on est dans le rassemblement. Ça, c'est la première des priorités. Si on commence d'ores et déjà
par exclure des gens avec qui vous travaillez au quotidien, je pense que le processus me semble tout de même mal engagé. Il y en a qui s'excluent eux-mêmes. Vous avez vu, vous avez parlé de David Lisnard. Oui, il a ses propres raisons politiques. Aussi, on voit bien que ce processus de désignation allait peut-être l'enfermer dans un processus dont il ne serait peut-être pas sorti vainqueur. Ces primaires ouvertes, primaire fermée, c'est un débat qu'on a à chaque fois quand il s'agit d'organiser des primaires. Moi, je ne crois pas ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose, peut-être de plus significatif. Je ne crois pas du tout que ce soit la priorité des Françaises et des Français aujourd'hui que de passer du temps. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit l'augmentation du prix du carburant, quand on voit la difficulté économique et budgétaire dans laquelle sont beaucoup d'institutions publiques dans notre pays aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit la priorité que d'organiser aujourd'hui des primaires. Oui, ça, Arnaud Péricard, je vous l'accorde, mais vous le savez bien comme moi qu'il va y avoir une élection dans un an et qu'il va y avoir des candidats et que les divisions, on l'a vu par le passé, souvent ce n'est pas un gage de succès pour les familles politiques qui y sont confrontées. Et que là, vous savez bien aussi qu'il y a LFI, RN qui, eux, peaufinent leur stratégie et leur vision, leur projet pour la France et qu'ils sont assez clairs. Le projet pour la France de LFI, j'ai du mal à l'identifier et à le voir aujourd'hui. Justement, on va en parler. Restez bien avec nous. Vous me fournissez une transition parfaite. Merci Arnaud Péricard. On reste ensemble. On marque juste une courte pause et puis on parlera justement de la France insoumise. On parlera aussi du cas de Paris. C'était pas si loin, la défaite de Rachida Dati. J'aimerais avoir votre opinion sur ce qu'elle a dit ce matin au Figaro. À tout de suite sur Europe 1. Toujours en compagnie d'Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire réélu de Saint-Germain-en-Laye. Passons à ce qui s'est passé justement dimanche soir, second tour des élections municipales. Il y a eu des vaincus, il y a eu des gagnants. Le problème, c'est que certains battus, ce qui est républicain, ce qui arrive, ont été insultés, ont été hués, ont été humiliés et parfois même escortés par la police pour pouvoir sortir le plus dignement possible et sans qu'il y ait de problème. Je vous propose d'écouter Raphaël Cognet. Il est maire sortant Horizon, donc de votre parti, de Mantes-la-Jolie. Il a dénoncé l'hystérisation du débat causé par les Insoumis. Lui-même a été insulté lors de cette passation de pouvoir. Dès que je suis descendu dans le hall de l'hôtel de ville, il y a eu des insultes, il y a eu une pression physique assez forte. Je me demande comment je suis arrivé encore jusqu'à la scène. Ensuite, j'ai essayé de faire mon discours, mais au bout de 2 minutes, j'ai compris que je pourrais absolument rien dire. Donc, je suis ressorti dans les mêmes difficultés au travers de gens qui m'insultaient à 5 cm. Ce qui est incroyable, c'est que c'est des gens avec lesquels j'ai pu échanger à d'autres moments sur des sujets ou sur des dossiers. Là, il y a eu une espèce d'hystérie collective et ce qui est très très dommage, c'est que il y a eu quasiment aucun appel au calme, que ceux qui ont été faits n'aient eu absolument aucune conséquence. Alors ces images, on les a vues aussi dans d'autres villes de France, comme Creil, par exemple. Il y en a eu plusieurs, on en a beaucoup... Pardon ? Blanc-Ménil, exactement, on en a beaucoup parlé. Donc dans ces villes qui ont été gagnées par la France insoumise ou alors alliées avec la gauche ou toutes seules, comment avez-vous réagi quand vous avez vu ces images d'abord et puis quand vous entendez le témoignage de Raphaël Cognet ? Tout d'abord, je voudrais exprimer à Raphaël Cognet, qui est un ami très proche, voilà, toute ma sympathie, ma solidarité. Ça a été un maire extraordinaire dans une ville qui est compliquée, Mantes-la-Jolie, avec un quartier, le Val-Fouré, qui est un quartier complexe et qui avait su cicatriser quelque part les vieilles blessures de cette ville. Ce que nous avons vu collectivement dimanche soir est inacceptable en République. Inacceptable. Et je dois le dire, quand on énonce des résultats, quand on est maire, on ne doit pas subir ça. Ce que l'on oublie de dire, c'est qu'ils ont été menacés également, dans leur chair, pour la plupart. Et c'est un miracle si aujourd'hui, il n'y a pas un maire sortant qui n'ait pas été dangereusement blessé dans le cadre de ces manifestations. Alors tout d'abord, je voudrais que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai écrit au préfet des Yvelines pour lui demander la plus grande sévérité, déjà dans le contrôle des décisions qui vont être prises par ces nouveaux maires. Je mets maires entre guillemets parce qu'ils n'en ont pas fait la démonstration à ce stade-là. Donc le contrôle de légalité sur les actes qui vont être pris. Et puis je voudrais aussi que les procureurs, un peu partout en France où ces événements se sont produits, prennent aussi des initiatives, prennent leurs responsabilités pour sanctionner ces menaces de mort, parfois contre un élu, parce qu'il est encore élu à l'heure où il énonce les résultats. Donc je suis particulièrement choqué, et je crois que nous le sommes tous. Est-ce que vous appelez la direction de la France Insoumise à condamner fermement, officiellement, et la direction des alliés de la France Insoumise, donc le PS, a condamné fermement ce qui s'est passé dimanche? Je pense que les alliés, mais je vais vous dire, je regarde la vidéo du premier conseil municipal de Saint-Denis avec Mathieu Hanotin, élu socialiste,
quand même, qui se fait vilipender, insulter par des élus de la France insoumise. Je ne donne pas un blanc-seing au Parti socialiste, mais ils ont joué avec le feu. Ils l'ont redémontré entre les deux tours de cette élection présidentielle. Et il y a un moment donné où on voit bien que la vraie lumière a été mise sur les pratiques politiques de la France insoumise. Moi, j'ai entendu j'ai oublié son nom, le maire de la commune de Sony, dire que c'est la nouvelle France. Bali Bagayoko. Voilà. Je ne vois pas ce qu'il y a de français. Alors justement, j'allais vous interroger. Il dit, cette nouvelle France, parce que c'est le slogan porté par la France soumise, et il l'a fait sienne, il dit, cette nouvelle France, c'est celle qui ne demande plus à être reconnue comme pleinement française. Alors ça, il faudra m'expliquer ce que c'est, et c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'il y a de français dans la Nouvelle-France? Le problème, c'est pas d'avoir des candidats issus de la diversité qui accèdent aux plus hautes responsabilités. Moi, je suis particulièrement heureux, et on doit quelque part se mobiliser pour que ce soit de plus en plus le cas. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est peut-être une minorité de gens qui, justement, dans une gestion locale, la gestion locale, c'est la gestion qui est la plus apolitique possible. C'est celle de la proximité. On gère la vraie vie des gens, on gère les crèches, on gère les services sociaux, on gère la sécurité du quotidien et de la proximité. Qu'est-ce qu'il y a de politique dans une gestion locale, à part peut-être quelques grandes orientations? Donc je ne comprends pas. Il va falloir s'expliquer, il va falloir qu'il rende des comptes. Ce maire. Bien sûr qu'il va falloir qu'il rende des comptes. Il va falloir qu'il rende des comptes. Si sa première décision, c'est de désarmer une police municipale. Alors allons-y. Oui, alors que nous, élus locaux, nous nous sommes battus. Il a dit que ce serait progressif. Il va commencer par le LBD. Oui, mais ça ne commence pas comme ça. Parce que le souhait des policiers municipaux aujourd'hui, c'est d'assurer déjà leur propre défense. Parce qu'ils sont eux aussi menacés, voire attaqués. On l'a vu dans le cadre des émeutes à Nanterre il y a environ 2 ans. Donc déjà pour leur sécurité. Quand vous prenez une décision politique de commencer à désarmer une police municipale, vous allez de toutes les manières mécaniquement faire en sorte que votre police municipale n'intéresse et n'attire plus personne. Donc, elle va se vider de sa substance. Et ça fait peser toute la sécurité sur la police nationale. Il va devoir rendre des comptes. Oui, d'accord. Oui. Mais pour le coup, il sera comptable des éventuels méfaits, exactions, troubles à l'ordre public qui vont se produire dans sa commune, parce qu'il aura de lui-même contribué à l'effritement et à l'affaiblissement de la sécurité publique sur son territoire. Arnaud Péricard, il nous reste quelques minutes, puisque évidemment ça passe vite, on a un long entretien politique, mais quand même ça passe vite. Je voudrais revenir sur la campagne municipale parisienne cette fois, avec la défaite de Rachida Dati à plus de 10 points d'écart d'Emmanuel Grégoire. Elle s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du Figaro, donc, et elle dénonce une trahison de Pierre-Yves Bournazel. Alors, je voudrais vous faire écouter Édouard Philippe, président d'Horizon, de votre parti, qui a réagi à ce qu'elle dit, et il était sur France 2 hier soir. Rachida Dati, elle est extrêmement à l'aise quand il s'agit de parler à son électorat, mais qu'elle a aussi, d'une certaine façon, eu du mal à convaincre ceux qui, au fond, avaient envie d'alternance, mais peut-être pas de celle-là. Mais je vais vous dire, je ne suis pas le mieux placé pour expliquer les détails de l'élection parisienne. Je constate le résultat qui est sans appel. Alors, trahison, dit Rachida Dati, pourquoi? Parce que Pierre-Yves Bournazel a fusionné la liste avec la sienne au second tour, mais lui-même s'est retiré, il a choisi de jeter l'éponge. Comme Édouard Philippe, c'est pas une figure, une pirouette, mais moi je ne suis qu'un banlieusard. Donc je ne suis mais vous connaissez Paris quand même, vous avez un regard, et vous avez un regard aussi, vous êtes porte-parole d'Horizon. Donc... Non, je peux avoir un regard. Évidemment, c'est toujours amer, une défaite, surtout quand on a pu penser, et nous l'avons tous pensé à un moment donné, qu'il y avait un vrai désir d'alternance politique à Paris et que peut-être la ville aurait pu basculer du bon côté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tout fait, et nous avons tout fait, pour qu'il y ait ce rassemblement au deuxième tour. Je l'ai moi-même dit à Rachida Dati, je l'ai croisée à un match du Stade français il n'y a pas longtemps, elle pourra elle-même en témoigner. Nous avons été d'ardents militants de ce rapprochement et de cette fusion qui est intervenue d'ailleurs entre les deux tours. Ça n'a pas suffi, malheureusement, et moi je le regrette. J'aurais préféré que Rachida Dati soit maire de Paris. Mais il n'y a pas eu un couac quand même sur cette fusion, parce qu'on se souvient même qu'avant le premier tour, Pierre-Yves Bournazel avait dit non, mais moi je retire jamais ma liste. Il avait été recadré par Édouard Philippe, et puis là, il fusionne, mais il se retire.
Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre position. Nous avons toujours milité. Édouard Philippe l'a dit avant le premier tour. Nous l'avons dit aux équipes de Rachida Dati que nous souhaitions la victoire de celle ou de celui qui serait le mieux placé à l'issue du premier tour. Il s'avère que c'était elle. On a tout mis en œuvre pour que cette fusion intervienne. Après, les problématiques de personnes sont des problématiques de personnes. Mais vous comprenez la décision de Pierre-Yves Bournazel ? C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je dis simplement, c'est que l'alternance politique à Paris est, à mon avis, plus importante que les querelles de personnes ou les querelles de tête de liste. Voilà. Ça, je pense que c'est, quelque part, c'est un microclimat dans tout ça. Ça, malheureusement, produit des conséquences. J'aurais souhaité. Alors, il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Delphine Burkli, qui est la maire du 9e arrondissement, qui est aussi une militante Horizon, a été réélue. Donc, il y a eu aussi quelques bonnes nouvelles dans cette soirée qui n'était pas une bonne soirée pour les Parisiennes et les Parisiens. Merci beaucoup Arnaud Péricard. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maire réélu de Saint-Germain-en-Laye et porte-parole du parti Horizon.